15h30. Alors, on va commencer cette présentation. Donc, le thématique est comment faire du réemploi un levier de performance RSE, car c'est véritablement un levier de la performance RSE. Dans un premier temps, j'aimerais qu'on puisse décrire ce qu'est réellement le réemploi. On fait souvent une association entre réemploi et recyclage, et en fait, c'est un mélange de vocabulaire qui mérite en tout cas une définition. Quesaco, le réemploi. Le réemploi, contrairement au recyclage, ce n'est pas la destruction du matériel, bien entendu, le nom parle par lui-même, mais effectivement, dans le monde de l'informatique, il y a tout un écosystème de sociétés qui vont favoriser la remise sur le marché du matériel de seconde main et qui vont le reconditionner, qui vont lui donner une seconde vie et qui vont le faire de façon professionnelle. Alors que ce soit dans le monde de l'informatique, que ce soit dans le monde des machines industrielles, en tout cas, nous sommes dans le monde de l'informatique et de l'électronique. Aujourd'hui, cette présentation est assurée par des membres de l'association Après. L'association Après, ce sont des entrepreneurs qui ont pour mission de favoriser le réemploi et qui souhaitent effectivement favoriser cette activité dans différents domaines. Et nous sommes 17 membres dans cette association, tous bénévoles. Nous avons une permanente, Céleste, qui assure effectivement toute la communication et le marketing autour de cette association pour promouvoir effectivement les activités de reconditionnement des équipements électroniques et industriels versus le recyclage informatique. Donc, ensuite, ce que nous allons faire, nous allons étudier deux cas concrets de partenariat entre deux entreprises, une entreprise qui reconditionne des photocopieurs et une entreprise qui reconditionne des smartphones, et qui vont vous présenter deux cas très concrets avec La Poste et avec Xerox. Et vous allez voir qu'effectivement, c'est une véritable action RSE qui a été mise en place dans ces organisations. Donc, est-ce qu'on peut passer au slide suivant ? Voilà. Donc, historiquement, si on fait un petit point historique, dans les années 80, 70, 80, on était sur une économie plutôt linéaire. On achetait, on utilisait et puis on jetait. Dans les années 2000, avec les politiques des 3E, donc les politiques européennes de directive de traitement des déchets électroniques et informatiques, effectivement, les sociétés ont été obligées de recycler proprement les équipements informatiques ou les équipements industriels et électroniques, de telle sorte qu'effectivement, on ne les mette plus aux encombrants, mais qu'elles soient traitées proprement dans un cycle de recyclage où la matière première est réutilisée, où les métaux ferreux, non ferreux, tous les métaux précieux également qu'on peut trouver dans les équipements puissent être réutilisés proprement. Et puis ensuite, aujourd'hui, nous sommes dans des politiques d'économie circulaire où effectivement, on donne un second souffle à tous les produits. On achète du neuf ou on loue, on reconditionne le matériel, on le maintient en condition opérationnelle, on le reconditionne et en fin de vie, et tout au bout, tout en fin de vie, on va effectivement recycler ce matériel. Mais le recyclage, aujourd'hui, il faut vraiment le voir comme la dernière étape d'un produit. Et si l'on veut aujourd'hui effectivement allonger la durée de vie des produits, parce qu'en fait aujourd'hui les constructeurs poussent à la consommation, les constructeurs sortent en permanence des nouveaux produits. Certes, il y a des avancées technologiques, mais les infrastructures des informatiques, par exemple des entreprises, ne nécessitent pas forcément toutes ces dernières avancées technologiques. Et de fait, effectivement, il y a toute une activité du reconditionnement qui permet, qui est un véritable enjeu de la RSE. Pourquoi c'est un véritable enjeu de la RSE ? Pour différentes raisons. Dans un premier temps, je vais peut-être passer, je ne sais pas auquel ça, oui. Donc, effectivement, dans les politiques RSE aujourd'hui, il est recommandé effectivement aux achats de regarder d'autres options que de matériel neuf, effectivement,
Les acteurs du réemploi aujourd'hui sont en amont des projets de déploiement. Le reconditionnement permet effectivement de compléter à une activité son parc informatique de façon totalement homogène, ou son parc de machines industrielles de façon totalement homogène. Donc il est préférable aujourd'hui pour une entreprise, si elle souhaite effectivement avoir une homogénéité de ses équipements, de faire appel à des sociétés de reconditionnement qui vont effectivement lui permettre cette homogénéité, limiter les coûts des administrateurs qui doivent déployer ces parcs. Par ailleurs, tous les acteurs de cette économie savent, et au sein de notre association, nous sommes tous en mesure d'assurer la maintenance et le maintien en condition opérationnelle de ces équipements. Donc, lorsque vous achetez une machine neuve, effectivement, vous avez la garantie standard, 1 an, 2 ans, 3 ans, sur site ou pas sur site. Mais en tout cas, vous avez une garantie constructeur. Et au-delà de cette garantie, vous pouvez effectivement continuer à souscrire une garantie peut-être pour 1 an ou 2 ans. Et puis, au bout d'un moment, le constructeur va effectivement arrêter d'assurer cette garantie, puisqu'en fait, il vous pousse à acheter du neuf. Et du coup, derrière, il y a tout un tas d'acteurs qu'il faut considérer pour essayer de faire perdurer vos produits afin d'effectivement de continuer à les utiliser sans dépenser des sommes nécessaires astronomiques. Par ailleurs, en fin de vie de vos produits, parce qu'effectivement, il y a un moment donné, il y a une fin de vie, parce que vous avez besoin d'avancer d'un point de vue technique et technologique, faites appel malgré tout à des sociétés en charge du reconditionnement des équipements. Elles vont pouvoir éventuellement extraire la substantifique moelle des équipements que vous allez avoir, dont vous n'avez plus besoin, pardon, et ainsi recycler vraiment ce qui n'est plus nécessaire à l'activité, parce qu'effectivement, il y a une fin de vie. Alors, le réemploi est aujourd'hui une véritable démarche RSE pour 3 points et 3 raisons principales. La RSE, bien sûr, responsabilité sociétale des entreprises, elle a 3 missions, une mission environnementale, une mission sociétale et une mission économique, malgré tout. Alors, la mission écologique, effectivement, lorsque vous reconditionnez du matériel, vous allez effectivement vous permettez non seulement, avant la destruction, vous permettez effectivement de réduire votre empreinte carbone. Il faut savoir que dans la fabrication d'un produit, 80% de l'empreinte carbone est liée à la fabrication, parce que la fabrication, elle est très gourmande en énergie, en eau, nécessite effectivement de la conception jusqu'à la livraison. Il y a énormément d'empreintes carbone, et du coup, vous êtes vraiment sur un coût très élevé. Donc, la réduction carbone, elle passe par le réemploi. La préservation des ressources naturelles également est favorisée par le réemploi. Donc, on a une empreinte écologique qui est vraiment limitée par le réemploi. D'un point de vue sociétal, il faut savoir que le réemploi est source de création d'emplois. Au sein de l'association, nous sommes 500 personnes. Nous générons 80 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et nous sommes vraiment créateurs d'emplois. Nous sommes également investis sociétalement par le biais de l'insertion professionnelle. Certaines entreprises sont des entreprises adaptées qui vont effectivement favoriser l'emploi de personnes handicapées. Et du coup, nous avons effectivement une mission sociétale tout autant que les autres entreprises impliquées dans la RSE. Par ailleurs, effectivement, le réemploi est une démarche qui permet aux entreprises de réaliser des économies, puisque effectivement compléter son parc avec des équipements qui sont entre 60 et parfois même 90%, je vois les chiffres là, 30 à 70% d'économies, je vais dire même jusqu'à 99% d'économies. Voilà. Et puis en même temps, donc lorsque vous êtes une entreprise et que vous avez besoin de mettre au rebut des équipements, il y a peut-être un moyen de valoriser ces équipements, et ça c'est un point à étudier. J'invite chaque entreprise ou chaque personne ici, je ne sais pas dans quelles activités exactement vous êtes, si vous êtes dans les services généraux, si vous êtes dans l'informatique ou l'électronique ou
dans les bureaux d'études, mais en tout cas, penser réemploi avant de penser recyclage. Donc, au sein de l'association, si on peut passer sur la slide suivante, donc j'en ai déjà un peu parlé, au sein de Après, donc nous sommes 17 sociétés engagées, 500 employés, 82 millions d'euros de chiffre d'affaires, 600 000 unités traitées annuellement, 5,8 tonnes de matériel réemployé. Donc chaque société ici présente, en fait, opère dans un domaine d'activité très spécifique. Donc ça peut être aussi bien des terminaux points de vente, des équipements médicaux, de la micro-informatique, des infrastructures informatiques, serveurs, stockage, réseau, des pièces, des automates, des distributeurs de boissons, des talkie-walkie, des claviers, des imprimantes, des photocopieurs. Et puisque je parle de photocopieurs, la transition est toute faite, puisque en fait, nous allons, Emmanuel Caboche, qui dirige la société, qui est le directeur général de la société Matmonde, va vous présenter un cas d'école qu'il a mis en place, un véritable partenariat qui a été mis en place avec Xerox. Ici, Franck Dérault, qui est le manager de la transformation et du développement durable, va nous présenter ce cas d'école réalisé avec Matmonde, donc spécialiste du photocopieur recyclé. Bonjour à tous, donc Franck Dérault. Donc je suis en charge de la transformation du développement durable chez Xerox. Et chez Xerox, comme chez tous les constructeurs, on se posait un certain nombre de questions sur le matériel qui était en fin de contrat. Des contrats qui sont sur 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, enfin vous connaissez tout ça. Sur du matériel, on parle de copieurs, imprimantes, donc multifonctions en général, que ce soit du petit matériel ou que ce soit du matériel de taille moyenne, voire du gros matériel, puisque c'est aussi beaucoup de ce matériel que nous fabriquons et commercialisons. Et en fait, notre enjeu était de se dire, très bien, on a une usine à Venray qui est une usine dans laquelle on valorise le matériel, dans laquelle on recycle, dans laquelle on fait un retraitement important, et ça depuis un certain nombre d'années. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus par rapport à ça, et quelles sont les demandes du marché actuellement, en plus du matériel neuf, hein, heureusement, on en vend tous les jours, et beaucoup, et puis de ce matériel, en quelque sorte, recyclé, qui sortirait de nos usines, ou du retraitement du matériel. Donc, la question s'est posée, et nous avons eu un certain nombre de réflexions au niveau de Xerox Corp, donc, qui est une entreprise américaine et qui est présente dans tous les pays dans le monde, et puis notamment en France. Et on s'est dit, eh bien tiens, il serait peut-être pas mal de voir du côté du marché de l'occasion. Et en fait, c'est ce que nous avons fait avec ce partenariat que nous avons mis en place avec Matmonde pour nous dire, eh bien oui, il y a une solution. C'est de donner une deuxième vie à ce matériel. Il faut savoir que du matériel Xerox, je dirais comme nos matériels concurrents, quand il a fait 3 ans, 5 ans, voire 6 ans, 7 ans, c'est un matériel qui peut encore fonctionner, qui peut être encore réutilisé. S'il a été correctement entretenu par le constructeur, en l'occurrence nous-mêmes, on peut vraiment lui donner une deuxième vie. Et donc c'est la solution vers laquelle nous nous sommes retournés en nous disant, ce marché de l'occasion, il y a vraiment quelque chose à faire, sans qu'il repasse, condition importante, par notre usine de Venray, où là, effectivement, il est dépioté, etc., il est revalorisé en matière et autres. Voilà, donc le partenariat s'est établi avec Emmanuel Caboche et avec la société Matmonde. Alors, Matmonde, c'est une entreprise qui existe depuis 25 ans, dont le métier est d'acheter des photocopieurs d'occasion. Ça a commencé avec un photocopieur. Aujourd'hui, il y en a 5000 en stock. D'acheter des photocopieurs d'occasion, de le tester, de le réparer s'il y a besoin et l'exporter. Donc, on le revend en Asie, en Afrique, en Europe de l'Est. Et avant le partenariat avec Xerox qui a été mis en place il y a 8 ans, on achetait des lots de photocopieurs aux hôpitaux, au palais de justice, et puis aussi chez les concessionnaires des différentes marques. Et on avait assez peu de Xerox. Et on avait une demande importante pour avoir des machines de cette marque-là. Donc c'est pour ça qu'on est entré en relation avec Xerox. C'est tombé sans doute à un moment où ils avaient besoin aussi comme Franck l'a expliqué, de faire quelque chose avec leurs machines en fin de contrat. Et nous, on avait besoin donc d'avoir cette marque-là, d'avoir une gamme qui soit étendue. Ils font du petit printer que vous avez à la maison jusqu'à la grosse machine
de grosses machines de production. Donc on a besoin d'avoir absolument tout ça. On avait besoin d'avoir un partenariat vraiment gagnant-gagnant pour ne plus être dans une relation qui soit nécessairement fournisseur-client où on achète ce qu'il y a et puis c'est comme ça. On voulait vraiment pouvoir dire il nous faut plus de ci, moins de cela. Un investissement, forcément, on est une PME, une petite PME, un investissement raisonné. Et donc, Xerox a répondu présent. Alors aujourd'hui, donc pour nous, c'est une opportunité commerciale supplémentaire, puisque, comme je vous le disais, sur le marché français et le marché européen, nous vendons donc du matériel neuf ou du matériel qui va être recyclé, donc passé en usine. Mais sur un certain nombre de pays dont vient de parler Emmanuel, le continent africain, le marché asiatique, c'est vrai que le marché de l'occasion présente de belles opportunités et Xerox en fait est intéressé par ces opportunités qui sont présentées, parce que d'abord on a des vrais clients qui ont des vraies demandes. Ensuite, ça nous permet d'avoir une maîtrise de notre parc, en clair, c'est-à-dire qu'on sait où vont nos matériels. C'est-à-dire qu'une machine neuve qui est sous contrat, on va précisément savoir chez quel client elle est, quelle est sa fin de contrat et qu'est-ce qu'on va en faire derrière pour éviter qu'elle se retrouve dans le mauvais endroit. Là, le marché du réemploi nous permet aussi de suivre précisément sa destinée. Et donc, ça nous permet d'avoir un volume environ de 4000 machines qui vont être vendues par Matemonde, machines Xerox qui vont être vendues par Matemonde par an. Donc, c'est en fait un beau marché qui donc s'adresse majoritairement à ce marché africain, marché asiatique, ainsi que d'autres pays. Voilà. Donc l'objectif de Xerox aussi, c'était bien de se dire, on veut maîtriser au-delà d'un marché supplémentaire, de gains supplémentaires, on veut vraiment savoir où sont nos matériels et maîtriser ce marché et ce matériel pour éviter qu'il y ait un marché parallèle qu'on ne maîtrise pas et qui pourrait être tout à fait malhonnête et pas du tout dans les règles que nous nous sommes fixées. Alors, les solutions qui ont été mises en place, vu de Matemonde, c'est quoi? Eh bien, c'est finalement un stock qui est aujourd'hui en permanence d'environ 1000 machines, qui nous permet, et c'est là qu'est la plus-value de Matemonde, d'offrir à nos clients du choix et du volume. On vend les photocopieurs par container, donc c'est-à-dire entre 100 et 140 machines à la fois. C'est un stock qui est renouvelé en permanence. On a 2-3 Smirnoff qui arrivent toutes les semaines. Donc on renouvelle ce stock, on renouvelle ce choix, et c'est pour ça que nos clients nous apprécient. C'est aussi avoir un correspondant unique chez Xerox avec qui on puisse, je parlais d'un partenariat gagnant-gagnant, c'est ça, c'est pouvoir vraiment discuter de ce dont on a besoin et de ce qu'il faudrait faire pour répondre au marché. Et puis c'est aussi s'assurer, puisque c'est le constructeur, qu'on a des machines qui sont en bon état. Parce que lorsqu'on achète des parcs, quelquefois, ce n'est pas tout à fait le cas. Là, on a vraiment de la machine qui est en bon état, qui a juste besoin d'être testée, qui a juste besoin que le disque dur soit effacé pour des histoires de RGPD. Et puis, avant tout, c'est une maîtrise des coûts et des prix de vente. Et on va voir pourquoi c'est une maîtrise des prix de vente. Je te laisse revenir dessus. Oui. Ou je continue? Vas-y, oui. Vas-y, alors bon, voilà. Donc le résultat, c'est ce que vous avez vu, c'est depuis que le partenariat existe, c'est environ 4,5 millions de chiffre d'affaires, donc c'est pas rien, c'est environ 4000 machines vendues par an. Je parlais d'un stock de 1000 machines renouvelées en permanence. C'est une offre qui est absolument exhaustive sur toute la gamme et qui peut se modifier au fur et à mesure des besoins du marché. Assez récemment, on s'est mis à faire de la grosse machine de production et ça marche plutôt pas mal. L'Europe de l'Est nous en demande beaucoup. Ça représente, en termes de chiffre d'affaires, à peu près un quart de ce que l'on fait aujourd'hui. Donc c'est loin d'être négligeable. Ça a vraiment grossi pour prendre une bonne place, sans pour autant constituer un risque, puisque avec Xerox, la solution a été de mettre à disposition le stock chez nous. Donc on n'a même pas l'investissement initial qui consiste à acheter les machines. Et ça, je vous avoue que c'est particulièrement appréciable. Et puis quoi d'autre? Qu'est-ce que j'avais noté aussi? Et puis, je pense que l'on apporte aussi à Xerox, toujours un peu difficile à dire, mais une visibilité de la marque à des endroits où il n'aurait pas été présent.
On est présent, par exemple, du côté du Kazakhstan, du Kyrgyzstan, l'Ouzbékistan. Je ne sais pas si vous savez les placer sous la carte. En tout cas, il n'y avait pas de Xerox là-bas. Maintenant, ils en ont. Et ben, c'est grâce à Matmonde. Et puis, il y a d'autres endroits comme ça. Le Sri Lanka, avec lequel on travaille beaucoup. Jusqu'à il n'y a pas longtemps, c'était surtout du Toshiba. Il n'y avait que du Toshiba. Et voilà qu'on leur a apporté du Xerox. Donc, il y a un peu ce win-win permanent entre eux, où on adapte notre offre à la demande. Et on l'adapte vraiment. Et ça, c'est pratiquement ce qu'il y a de plus beau dans ce partenariat. C'est ce qui se fait avec la France, se fait avec l'Europe, avec d'autres Matmonde, pas Matmonde, mais des équivalents Matmonde dans l'Europe, et aux États-Unis. Et on a une visibilité du marché de l'occasion de la marque Xerox, qui est très important parce qu'on peut savoir exactement quel est l'argus de chacune des machines et éviter de tirer des prix vers le bas en fonction des différents pays. Le marché de l'occasion étant un marché particulièrement volatile et difficile à appréhender. Avec ce partenariat, on est vraiment très très serein et on se serre les coudes. Et je crois que c'est une vraie réussite. En tout cas, vu de notre place, c'est une vraie réussite. Après, l'intérêt, effectivement, aussi, c'est comme nous sommes un constructeur qui avons une gamme assez large du petit matériel, qui n'est pas d'ailleurs forcément le plus connu, hein, notamment en Europe, plutôt aux États-Unis, jusqu'à la très grosse machine. Et effectivement, le marché du réemploi est intéressé par ça. C'est-à-dire même des grosses machines, des grosses imprimantes. Quand on dit machines, ce sont des grosses imprimantes de production dans des imprimeries ou qui sont dans des ateliers éditiques ou reprographiques, ça peut intéresser largement ce marché. Donc c'est ce qui est intéressant aussi, parce que nous vendons beaucoup de ces machines neuves et derrière elles reviennent et elles ont une vraie vie encore, une deuxième vie à avoir derrière. Donc c'est pour nous un souci de se dire, bah oui, dans le cadre de l'économie circulaire, on va pas les détruire. Même si la matière est revalorisée, il y a une nécessité de passer par ce type d'entreprise et de partenaires avec lequel nous sommes effectivement très satisfaits pour son action commerciale auprès de ces pays. Bon, on va passer la main au deuxième cas, avec 20 secondes de retard. Oui. Alors, écoutez, on va peut-être, si vous avez juste une question, allez-y, on va improviser. Au Kazakhstan, est-ce que vous, Xerox, vous avez encore le tracking pour permettre de savoir qu'il y a une machine là-bas? Et est-ce que vous assurez éventuellement la reprise de ce matériel quand il va arriver pour le coup vraiment en fin de vie? Parce que la question que je me pose, c'est, je trouve ça super, c'est très bien, ça allonge la durée de vie, voilà. Mais est-ce que c'est pas aussi, alors je ne dis pas du tout que c'est volontaire, hein, mais est-ce que avec ce système, ce serait pas un moyen de contourner la convention de Bâle qui contrôle donc l'exportation des déchets électriques et électroniques vers des pays qui, a priori, n'ont peut-être pas signé la convention de Bâle, j'en sais rien, Kazakhstan, Ouzbékistan, je ne sais pas, alors que la France l'a signée. Et du coup, après, on perd la trace de ces machines. Et qu'est-ce qu'elles deviennent? Est-ce qu'elles finissent pas dans des décharges à ciel ouvert en Inde, en Thaïlande, parce que maintenant la Chine a fermé ses frontières? Enfin voilà, juste, je voulais comprendre après comment ça se passait. Je vais répondre un tout petit peu. Non, par rapport à la convention, parce que tout ce que l'on exporte, c'est contrôlé et ce n'est pas du déchet. Non, c'est en fonctionnement, mais... Ce n'est pas du déchet. Mais la question est absolument pertinente. Alors la question est très pertinente parce qu'effectivement, c'est un de nos soucis, ça c'en était un. Donc, étant donné que Matmonde passe par des revendeurs dans ces pays-là, on a, grâce à ces revendeurs, la possibilité de savoir ce que devient le matériel dans un certain nombre de pourcents des cas où on sait que la fin de vie de ce matériel chez tel client final va être dans 4-5 ans. Et donc dans ce cas-là, on arrive à avoir la traçabilité et on peut demander aux revendeurs de pouvoir récupérer ce matériel et non pas le laisser au bord de la route ou dans la mer, à côté d'une épave, et de pouvoir en fait le récupérer et lui aussi de le revaloriser, de le retraiter ou de le retransporter. Donc ça, c'est ce qu'on souhaite avoir, c'est ce qui se fait, on va dire, dans 60-70% des cas. Et effectivement, nous avons encore un peu un trou dans la raquette où on n'est pas à l'abri d'avoir un client final qui ne va pas du tout parler à ce revendeur de la fin de vie de son matériel ou de ce qu'il en a fait. Il était parti sur le garder 5 ans, finalement il le garde que 3 ans et puis derrière il le fout dans la mer. Et là, effectivement, pour nous, c'est un vrai souci sur lequel on travaille et on se dit qu'il ne faut pas effectivement que ce soit une décharge cachée. Hein.
Donc là-dessus, on essaye de traquer les revendeurs et de pouvoir respecter l'environnement grâce à ce matériel main de vie. Parce que nous, notre obsession au départ quand même, hein, c'est que le matériel qui est en fin de contrat, il doit être récupéré, il est complètement suivi et il est soit revalorisé, soit dépioté, mais tout est suivi. Donc il ne faudrait pas qu'on ait un marché parallèle où on ne le suive pas. Voilà, donc c'est un contrôle important et un travail de tous les jours pour savoir ce qu'on peut faire de mieux, en fait. Voilà. Très bien, merci. C'est vrai qu'un point important aussi, ça a été de respecter les règles de RGPD par l'effacement des données. Donc que ce soit sur le disque dur du photocopieur ou que ce soit sur les disques durs des équipements informatiques. Chaque membre de l'association après est en mesure d'effacer de façon propre avec des logiciels sécurisés ou en simple formatage si le client est satisfait avec ça. Mais en tout cas, on est bien entendu très soucieux de respecter les réglementations européennes et françaises. Donc je passe la main pour un autre cas d'école dans le domaine du téléphone portable avec François Amiot qui dirige la société Codeo Group, en tout cas la société Remover pour la partie téléphonie, et avec Laurent Coignon qui est en charge de la transformation numérique chez... non, pas tout à fait. Donc en tout cas, merci pour cette question, parce qu'en fait c'est une super transition, parce que c'est quelque part le sujet qu'on va présenter après. Donc en effet, la question que vous posez, elle est très très pertinente, dans le sens où aujourd'hui nous on s'évertue à essayer de changer de mentalité pour convertir les gens du recyclage vers le réemploi. Et on parle souvent de déchets. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont été focalisées pendant des années sur la partie recyclage. Et maintenant, on est enfin, je dis enfin, et je suis très content, enfin, c'est la première fois que je viens à ProDurable et j'aurais dû venir plus tôt. Enfin, il y a un vrai sujet sur le réemploi. Enfin, les entreprises s'en préoccupent et bien sûr, essaient de maîtriser l'ensemble de la chaîne de valeur. Donc moi, aujourd'hui, je représente le groupe Codeo. On fait entre autres des smartphones, mais on fait aussi globalement, on fait tous les équipements informatiques reconditionnés qui correspondent au métier de la logistique, du transport ou des chaînes de magasins. Donc, plus communément, ça va être tout ce qui est produits informatiques professionnels. Et donc, nous, on a vocation à travailler la réparabilité des produits et à gérer avec les grands comptes la fin de vie de parc. Donc, groupe Codeo, c'est quoi? C'est une société française, 15 ans d'expérience et 150 personnes en Europe. Parce qu'on a réussi à développer ce concept sur toute l'Europe. Ce qui me paraissait pertinent aujourd'hui, c'était de présenter un cas client aussi, et merci à Laurent d'avoir bien voulu nous rejoindre, où on va présenter un cas que j'espère va vous convaincre pour que vous puissiez vous dire faire du réemploi en entreprise, ça peut être aussi simple, au moins ça peut être simple à mettre en place. Le réemploi peut être aussi simple que mettre du recyclage et surtout ça peut être bien plus bénéfique. Donc ce qu'on s'est dit, et merci de donner la parole à l'associé après, on s'est dit que c'était intéressant de présenter un cas d'école de ce qu'on a mis en place sur la partie téléphonie avec la Poste. Je te laisse présenter et je vais passer la main à Laurent Coignon qui va nous expliquer pour eux quels étaient les enjeux RSE sur ce sujet. Bonjour à tous. Du bon sens. S'il y a une chose qu'il faut retenir, c'est du bon sens. La RSE, c'est, comme vous le savez, planète, people, profit, 3 axes. Sociétal, pour nous, on ne dit pas social, sociétal, groupe La Poste. On compense nos émissions de carbone, on est neutre en émissions de carbone depuis 2013, je crois, Muriel Barniou ce matin ou tout à l'heure l'a représenté. Et derrière tout ça, il y a une économie à construire. Alors je regardais juste avant, parce que ce que je disais à François, c'était toujours dangereux de me donner un micro. Parce que je dis ce que je pense, et le groupe le sait. J'ai été voir sur le site de mon ami Frédéric Bordage, Green IT, qui annonce effectivement que la rentrée, nous, pendant qu'on fait la rentrée scolaire de nos enfants avec leur téléphone, il y a 40 000 enfants en République du Congo qui sont dans les mines à extraire des minerais pour construire ces futurs téléphones que l'on a. Donc, une fois qu'on a dit ça, une fois qu'on a dit qu'on compensait nos émissions de carbone, en fait, moi, je suis en charge de la mobilité digitale, d'accompagner les projets de mobilité digitale du groupe La Poste. Donc, j'en ai 22 projets stratégiques, Ardoise, Factéo,
ETG, le passage du code de la route, tout ça, on ne peut pas se passer du matériel, de tablette ou de smartphone. Ça serait utopique que de dire comment réduire tous ces impacts-là, on n'achète plus. Non, c'est pas possible. On est obligé d'avoir du matériel professionnel, on est obligé d'avoir du matériel qui réponde à des services. Il y a une logique économique d'un groupe. Il y a deux choses qui étaient importantes pour moi quand on a mis en place le projet Factéo. C'est la volumétrie, 100 000 smartphones. La Poste, c'est 250 000 employés, dont 100 000 facteurs. Donc si j'équipe un facteur d'un smartphone, c'est 100 000 smartphones. 100 000 smartphones, on renouvelle à peu près 30 000 tous les 3 ans. On va avoir un petit peu plus cette année-là. Et que faire des smartphones qui sont en fin de vie ou qui sont obsolètes? Donc il était clair que nous avons besoin d'une traçabilité. C'est la co-construction qu'on a eue avec François sur la logique que je vais aborder. Mais c'est de dire, la logique, c'est dans nos choix de matériel et de qualification de matériel, comment limiter effectivement l'impact. Un matériel éco-responsable, c'est un matériel qu'on ne fabrique pas. D'accord, c'est l'écologie numérique, c'est ça déjà. C'est ne pas refabriquer quelque chose qu'on n'a pas besoin. C'est de l'efficience. La deuxième chose, c'est réemployer. Alors réemployer avant le réemploi réel que l'on fait avec François, c'est-à-dire maîtriser la sortie de parc juridique de nos flottes afin que, comme j'avais demandé dans mes exigences, il était hors de question que je retrouve dans des pays sous-développés à démonter et refaire du trafic. Alors aussi, 70% des pièces détachées font l'objet d'un trafic international, donc on est obligé de maîtriser un petit peu tout ce qui se passe derrière ces fins de vie. J'avais demandé à François, marché américain, marché marché européen, enfin voilà. On ne fait pas intervenir des petites mains, des petits enfants, on ne revend pas non plus à n'importe qui notre matériel. Donc on demande effectivement une seconde vie du matériel qui est en état de pouvoir avoir une prolongation de vie. Donc ces flottes-là qui sortent ont une deuxième vie en tout cas et permettent à d'autres marchés déjà d'être employés. Donc d'éviter effectivement de racheter du matériel neuf. C'est une première contribution. La deuxième, c'est effectivement la réparabilité des smartphones. On répare, je vous l'ai dit, 100 000 smartphones pour 80 000 facteurs, parce qu'ils ont besoin d'un peu de spare. 5 000 réparations par an sur le projet Factéo. Et on embarque aujourd'hui la téléphonie de la flotte entreprise. Donc c'est la première action qu'on peut faire, je leur dis, c'est réparabilité, prolongation de la vie du matériel, d'avoir des processus maîtrisés. 2, avoir une vraie traçabilité de son matériel. Si possible, au-delà de sa revente, mais je rappelle qu'on n'a pas le droit de demander des données, tu me confirmes, et quelqu'un qui rachète le matériel un parc n'est pas censé redonner non plus les informations, surtout s'il le revend à d'autres entreprises. Donc croire qu'on peut suivre indéfiniment si notre propre parc est vertueux jusqu'au bout, ça c'est pas possible. Mais effectivement, il y a un certain nombre d'actions qui sont à mettre en place pour pouvoir en tout cas maîtriser ça. Ensuite, Factéo, tous ces projets très stratégiques, ils ont un enjeu très important puisque vous portez des données personnelles, des données d'entreprise et parfois des données du client. Donc effectivement, avoir cette traçabilité, cette réparabilité, permet aussi dans un circuit fermé, parce que moi je considère qu'effectivement la fin de vie que j'ai avec Codéo fait partie intégrante du groupe La Poste, alors que c'est un contrat, nous permet effectivement de protéger les données de nos utilisateurs et d'éviter d'avoir une deuxième préparation de ce matériel qui nécessite chez nous une préparation individuelle du matériel. Donc, de la chaîne des achats jusqu'à la fin de vie, ce qui est important surtout, c'est ça, c'est bien optimiser déjà dès ces achats. Une petite règle qu'on a à La Poste, j'ai quelques candidats qui le subissent en ce moment. 3 règles et une règle importante. Jusqu'à présent, c'était, quand vous faites un appel d'offres, c'est prix, critères techniques. Depuis 2 ans au moins, à La Poste, il y a 10% de la note qui est de la RSE. Donc, ce qui veut dire que vous pouvez être le meilleur prix, la meilleure proposition technique. Si vous ne rentrez pas dans les clous au niveau de la RSE et des règles imposées, vous êtes éjecté. Et vous ne rentrerez pas dans les mises en concurrence. Que dire de plus, François ? Que dire de plus sur l'industrialisation? Je pense qu'il y a une autre chose qui est importante, c'est qu'en effet, on entend beaucoup parler de structures et grâce à eux, on devient de plus en plus visible sur le B2C. Maintenant, il y a des vraies solutions qui existent aussi en B2B, même si elles sont un peu différentes. Il y a toute une partie service qui nous est demandée par les grands comptes. Aujourd'hui, on ne peut pas racheter un smartphone à une société avec juste un effacement manuel. Bien sûr, on a parlé de la RGPD, on a parlé de la traçabilité des déchets, la traçabilité pour un client aussi de savoir si le produit il est recyclé ou s'il est détruit. Donc on va jusqu'à la certification du numéro de série qui est détruit.
Et tout ça avec un C'est guichet important unique. ça parce que, alors évidemment, moi, ça prend des proportions énormes. Je vous redis, 100 000 smartphones répartis sur le territoire, donc forcément du SAV, potentiellement du vol, potentiellement de la perte. En quoi c'est impactant pour moi? Ça nous est arrivé l'année dernière ou il y a 1 an et demi, je crois, sur du matériel informatique. On a beau faire plein de choses. Sincèrement, j'ai un groupe qui, à ce niveau-là, fait énormément de choses pour éviter d'avoir des effets secondaires sur la RSE. Mais si on se fait voler un matériel informatique, comme ça s'est passé, et qu'il y a un logo La Poste, je vous promets, vous pourrez retaper sur YouTube, c'est le déchet qui va être retrouvé au fin fond de la planète, c'est le logo de La Poste qu'on va ressortir. Donc c'est très très important pour moi, la traçabilité, et d'être en capacité non seulement de la vie du produit, de le suivre, mais en plus savoir effectivement quel type de matériel potentiellement s'est fait voler, est-ce qu'il est en réparation, est-ce qu'il est dans le circuit de François ou pas, et jusqu'à la fin de vie juridique de ce matériel-là. Il y a une chose très simple en fait à faire pour convaincre vos entreprises, vos groupes, vos partenaires, tout ce que vous voulez. Parler RSE, ça ne suffit pas. Si vous voulez parler sauver la planète dans un groupe, c'est bien, mais ça ne suffit pas. À partir du moment où j'ai commencé à parler de prix, c'est-à-dire qu'une réparation, c'est 1/3 du prix du rachat d'un téléphone neuf. Vous faites le chiffre, 100 000 smartphones. Si on était capable d'acheter tous les ans à 1/3 du prix le téléphone neuf, donc 100 000, si je fais une économie de 1 euro, c'est 100 000 euros. Si je fais une économie de 10 euros, c'est 1 million d'euros. Vous voyez que les proportions chez moi vont très très vite. Mais c'est surtout ça, c'est que, comme je le disais au départ, c'est du bon sens. Réparer coûte moins cher que d'acheter. Ne pas fabriquer est plus écologique que de fabriquer. Et donc, si vous mettez sur des étapes comme ça, bout en bout, avec ensuite des bons partenaires, j'ai la chance, moi, de travailler avec François depuis un bout de temps maintenant, on a industrialisé, parce que c'est facile à faire à des petites échelles, c'est très dur de passer de la petite échelle au monde industriel. Et aujourd'hui, c'est un fonctionnement qui est pérenne, sur lequel, en plus, on améliore nos processus au fil de l'eau. Donc, on continue à essayer d'être vertueux. Vertueux sur quoi? Sur les emballages. Voilà, on réfléchit comment reconditionner tous les éléments pour qu'ils soient effectivement éco-responsables. On n'a pas tout gagné, parce qu'il y a encore une petite mousse. François, je me rappelle qu'il y a une toute petite mousse qui ne l'avait pas. Donc, vous voyez, on cherche le détail qui va nous permettre de dire qu'est-ce qui va être bon à la fois pour notre entreprise, économiquement, parce que ça, c'est l'argument qui permet de faire avancer les choses dans une entreprise. Si c'est à perte, on ne le fera pas, on est bien d'accord. C'est très dur de convaincre quelqu'un de mettre des choses à perte. Mais, je le redis, l'aspect financier, souvent, enfin, en tout cas, cette démarche-là est beaucoup plus économique que de ne pas le faire. Et aujourd'hui, si on a toutes ces démarches-là avec Muriel Barnéo qui était présente, Laure Daron, très présent au niveau salon de produits durables, c'est parce que non seulement on y croit, mais en plus, ça nous permet de créer de l'activité. Donc voilà, sur la partie people, retenez qu'effectivement, le réemploi génère, ou la réparation aussi, génère de l'activité, et même sur des populations très défavorisées. Tout à fait. Okay. Donc, après, je pense qu'il y a une chose qui est importante sur toute la partie réemploi, c'est qu'il y a un enjeu au niveau des entreprises pour garder des équipements qui sont utilisables par tout le monde, qui restent homogènes. Parce qu'on parle toujours aussi, faut penser à l'usage des collaborateurs qui ont utilisé ces produits, et passer d'un appareil à l'autre, ça peut être un gros accompagnement du changement. Là où, en gardant des parcs homogènes, et on le voit de plus en plus, on a de plus en plus de sociétés qui nous proposent de compléter des parcs de smartphones, de terminaux, de caisses enregistreuses, principalement aussi pour l'usage de leurs collaborateurs. Parce que pour eux, c'est un stress supplémentaire de changer de produit, d'avoir une ergonomie qui est différente. Il faut pas le reconditionner. Et grâce au reconditionné, c'est une réponse à cet usage qui peut être qui est de plus en plus demandé. Donc le confort de l'utilisateur. Voilà. Est-ce que vous avez des questions par rapport à l'intervention de Laurent et François? Oui. Moi, j'ai une petite question pour monsieur qui travaille pour le groupe La Poste. Moi, je travaille en lien notamment avec les ateliers du bocage, justement, pour essayer de mettre en place des choses. Je connais bien, oui. Je voulais savoir si, justement, au niveau du groupe La Poste, vous faisiez un petit peu aussi, alors pas forcément du coup pour tout le parc, mais pour certains mobiles. Est-ce que vous travaillez justement avec des associations comme ça qui redistribuent derrière sur les canaux? Je confirme.
Alors, je ne sais plus si on travaille encore avec les ateliers de bocage. On y a travaillé au travers, François, entre autres, en 2000, jusqu'en 2016, je crois. On ne les fait plus forcément sous cette forme. Donc, Atelier du bocage a fait partie d'un trinôme avec la Poste, tout à fait, il y a quelques années en arrière. On a changé de mode opératoire pour des questions de traçabilité et de simplification de la logistique. Mais aujourd'hui, donc, on l'a complexifié un peu dans le sens où on fait appel à une association, enfin une entreprise adaptée qui travaille chez nous pour faire une des étapes, mais qui est basée physiquement chez nous. Il s'agit de l'association Envie, je ne sais pas si vous connaissez, avec qui on a pu répondre de la sorte. Il y a une question ? Oui. Alors oui, on a pensé à le faire en interne puisqu'on avait, on pouvait avoir des effectifs qui étaient dédiés à ça et qui avaient cette connaissance, sauf qu'on n'avait malgré tout pas l'expertise que peut avoir une expertise comme à la société MapMonde, ni même son organisation, ni même sa capacité à avoir un certain nombre de revendeurs qui vont être ceux qui vont acheter le matériel et qui vont le revendre derrière. Donc la nécessité pour nous, c'était de passer par des experts comme eux, et pour pouvoir donner une vraie vie à ce programme et que ce ne soit pas quelque chose qui vivote et qui finalement n'existe pas. Donc oui, MapMonde était pour nous une vraie solution. Et puis dans ce type de solution, c'est très bien d'externaliser. Hein. C'est un très bon moyen de pouvoir valoriser les entreprises qui ont cette expérience-là. Je confirme, il faut s'appuyer sur les compétences qui existent. Tout internaliser, alors il y a des choses qui sont intéressantes. Moi, j'ai un groupe qui passe son temps à externaliser, réinternaliser tous les 10 ans, ça dépend des sujets. Je pense à l'habillement, par exemple. On a travaillé avec Armand Luxe, puis c'est revenu, puis ça repart, puis ça revient. Donc il faut s'appuyer sur les gens qui sont compétents. Je redis, toujours le curseur économique à placer, savoir effectivement après réinternaliser si effectivement on est en capacité, et c'est ce qu'on essaye de faire chez nous, de vraiment valoriser aussi la partie handicap, parce que le handicap, c'est juste une question aussi d'adaptabilité au travail. Mais sinon, il faut s'appuyer sur les acteurs. Les acteurs, moi, la chance que j'ai, j'en ai un qui existe et qui est compétent, j'ai aucun intérêt à le réinternaliser. On a des solutions qui sont co-construites, et je leur dis, c'est presque pour moi l'intégration d'une solution interne, que je considère que quand je le présente au groupe, c'est exactement ça, comme ça. On a une relation sur la construction de ce qu'on veut qui est vraiment commune, mais le savoir-faire, il faut le laisser. Le cœur de métier de la Poste, c'est pas de se lancer en opérateur mobile, sur cette partie-là en tout cas. Donc il faut laisser les acteurs les experts. Ce qu'il faut savoir quand même aussi... Ah pardon, il y a une question. Monsieur, oui. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a souvent des questions d'échelle du reconditionnement. Pour pouvoir l'industrialiser, il faut quand même un certain volume sur les gammes de produits pour avoir des savoir-faire, pour avoir des compétences. On n'a pas la capacité de pouvoir tout maîtriser. Typiquement, dans le groupe Codéo, on a Codéo Médical qui va faire tout ce qui est équipement lié à la grosse imagerie, par exemple, tout ce qu'on va trouver sur des échographes, toute une gamme de produits qu'on trouve dans la clinique, dans les hôpitaux, où là, techniquement, on n'a pas le savoir-faire en interne par rapport... Il y a une législation à suivre, il y a un certain process à suivre. On va se réassurer chez des mainteneurs, chez des gens qui sont certifiés par le constructeur. Donc, le reconditionnement, c'est le fruit de beaucoup de travail, de compétences croisées, souvent, aussi. Mais ce qu'on veut essayer de montrer par l'association après, c'est que... et c'est pour ça qu'on se regroupe, c'est qu'on pense qu'en étant groupé, on peut proposer quelque chose de complet sur le marché français et de local. C'est-à-dire avec des structures qui sont toutes basées en France, avec des reconditionnements qui sont faits en France. Et le reconditionnement nécessite aussi une expertise technique, donc notamment dans l'informatique. Moi, j'ai une structure informatique où on est spécialisé dans le reconditionnement des serveurs, du stockage et des réseaux des entreprises. Nos techniciens passent des formations, ils sont en permanence, ils font de la réparation. Donc, en fait, c'est vraiment une expertise qui n'a rien à voir avec le métier du constructeur initialement. Et ils travaillent sur des technologies qui parfois ont 15 ans d'âge et des technologies qui ont 1 ou 2 ans d'âge. Donc en fait, ils ont une palette
de compétences très, très larges. Donc c'est évidemment une expertise à part entière, et c'est vraiment l'activité du reconditionnement est vraiment une activité. Donc ça ne s'improvise pas. Et effectivement, au fur et à mesure de l'avancée des technologies, on est toujours en train de se remettre en question, bien entendu. Oui, monsieur d'abord. Vous avez dit que la durée de vie moyenne des smartphones était de 3 ans. Ma question c'était, est-ce qu'en parallèle, vous regardez pour essayer d'allonger cette durée de vie moyenne au sein du groupe? Alors, durée de vie opérationnelle est de 3 ans. Pourquoi? Parce qu'en fait, le monde du logiciel avance beaucoup plus vite que le monde du matériel. Donc le problème, ce n'est pas de durer des smartphones sur 5, 6, 7 ans. C'est que la technologie embarquée, je vais vous prendre un exemple simple, quand vous avez une nouvelle fonction qui arrive, type NFC, elle révolutionne le monde. Donc vous êtes obligé de rendre obsolète votre parc pour avoir du matériel qui devient, avec une nouvelle fonction qui est sortie, primordiale. La fonction NFC aujourd'hui est indispensable sur beaucoup de services. Si vous ne l'avez pas, c'est problématique. Donc la durée de vie, c'est pour ça que l'intérêt pour nous, c'est de bien choisir notre matériel qui doit répondre à des critères techniques, parce qu'on a besoin de la constance du matériel. Mais on sait très bien que le but, c'est lui prolonger de sa vie, pas forcément au sein de la Poste. C'est pour ça que la protection du matériel, l'accompagnement des collaborateurs, l'accompagnement, non mais il ne veut plus que je parle surtout. L'accompagnement pour prolonger la durée de vie du matériel, pour qu'il ait une vie réelle de 5, 6, 7 ans, 8 ans, potentiellement le plus longtemps possible, ça fait partie effectivement d'une responsabilité sociétale. Et l'avantage, et comment vous le vendez au sein d'un groupe? Et par l'économie. C'est votre collaborateur, votre groupe, vous lui vendez le fait que s'il entretient correctement son parc, il aura une valeur plus importante. C'est ce qui vous permet de défendre l'écologie. Pour avoir un matériel qui, lui, va avoir une deuxième vie parce qu'il a un repreneur, etc., etc. Je leur dis, les deux sont liés. Vous ne pouvez pas vous détacher. On ne fera jamais de la RSE si les gens sont à perte ou économiquement. On n'arrivera jamais à changer les modèles. Juste pour finir, aujourd'hui, ce qui est vraiment polluant, c'est le streaming. Comment faire comprendre à nos enfants qui sont capables de se mettre en grève pour la planète que le streaming est beaucoup plus polluant que l'ensemble du parc automobile dans 3 ans. Donc, ce qu'il ne faut pas, faut pas combattre les usages. Je leur dis, moi, je ne peux pas combattre le fait qu'on utilise des smartphones, des tablettes avec des produits rares, etc. Mais comment on essaye de réfléchir, d'accompagner nos collaborateurs, durée de vie. J'ai un débat en ce moment en interne sur pourquoi 3 ans et pas 4 ans. C'est-à-dire quel matériel pourrait aller plus loin. On est passé d'un matériel informatique qui durait 10 ans, qui est de plus en plus court, avec les PC portables, ultra portables. On essaye de avoir cette logique inverse, de dire non, stop. On essaye de rallonger cette durée de vie. Si je peux juste compléter ça, les grandes structures sont maintenant dans un modèle mix, de plus en plus. C'est-à-dire qu'ils ont, en effet, ils subissent des nouvelles technologies qui doivent suivre, mais à l'inverse, ils peuvent déclarer certaines technologies qui sont de moins en moins stratégiques pour elles et sur lesquelles ils peuvent rallonger la durée de vie. On a un grand nombre de clients qui sont sur des mix de technologies avec des produits dernier cri et sur d'autres sur lesquels on fait encore de la maintenance sur des produits qui ont 15 ans. Et on était dans une consommation systématique du nouveau modèle, là où maintenant les structures vont être de plus en plus sélectives dans le choix de leurs produits. On va nous éteindre la lumière. Il nous reste combien de temps, Fabienne? C'est terminé, mais on vous invite à venir sur le stand PL10 si vous voulez avoir des questions, des réponses plus précises à vos questions. Pourquoi on ne s'est pas rencontrés encore? C'est pas ça? Est-ce qu'à votre avis, le reconditionnement en France serait viable sans des entreprises adaptées, style les apps, etc. Parce que ça nécessite beaucoup de main-d'œuvre. J'ai l'impression que des produits reconditionnement aussi entreprises adaptées. Alors, je pense que c'est très complémentaire, mais ça ne suffit pas. Alors, c'est en effet très poétiquement... C'est compliqué d'y répondre poétiquement parlant. Je vais m'exprimer en tant que personne, peut-être pas au nom de tous les gens de l'association après. Je pense qu'il faut un mix. C'est-à-dire que le mix, il y a un double enjeu. Le premier, en effet, beaucoup de main-d'œuvre.
Et ça, je vous rejoins. Et donc, ça coûte cher. Il y a un coût qu'il faut savoir assumer. Mais à côté de ça, il y a quand même une chose, c'est qu'il faut savoir remettre de la valeur sur le produit. Et je pense que ce serait quand même... ce serait complètement absurde de se dire qu'on peut tout faire sans les entreprises de droit privé. Pourquoi ? Parce qu'elles vont savoir redonner du marketing autour de ces produits, elles vont savoir recommercialiser ces produits, elles vont savoir leur remettre de la valeur ajoutée supplémentaire. Donc, je pense que notre futur, il est... Alors, je sais qu'il y a ce côté très politiquement correct qui fait qu'on a envie, qu'on voudrait que ce soit... Mais par rapport à d'autres pays, on est en retard dans notre développement parce que c'est un grand dilemme qu'on a aujourd'hui sur le marché français. Notre volonté est d'essayer de trouver quelque chose de mix, comme on essaie de le faire en ayant d'autres structures. Et je suis convaincue que ce n'est pas en opposant les sociétés qu'on arrivera ensemble à faire avancer les mentalités et les états d'esprit, mais c'est plutôt en travaillant ensemble. Voilà. Donc, merci à tous et puis à bientôt. Merci. Merci. Très bien.